Anne Toulouse, bonsoir. Vous êtes journaliste franco-américaine, vous vivez entre la France et les États-Unis. Oui, surtout aux États-Unis, mais voilà. un peu en et France. Vous publiez bientôt, non parce que comme vous n'avez pas d'accent, on se dit que vous vivez Mais je suis aussi. d'origine française, hein, c'est Voilà. manifeste. Et vous publiez Bienvenue en Trumpie, qui vient de sortir chez Stock. Il y a un an, jour pour jour, c'est pour ça qu'on vous invite, il y a Donald Trump qui était élu président des États-Unis. Le journal américain USA Today écrit aujourd'hui cette phrase un peu compliquée. En un an, Trump a changé Washington plus que Washington n'a changé Trump. Ça veut dire quoi ? C'est l'écho d'une question que je pose dans le livre et d'ailleurs à laquelle je réponds. Est-ce que c'était Trump qui allait devenir présidentiel ou est-ce que c'est la présidence qui allait devenir trumpienne ? Et en fait, on se rend bien compte que la présidence est devenue totalement trumpienne. Et non seulement la présidence, mais Donald Trump a entraîné tout ce qui est autour de lui, que ce soit l'opposition, que ce soit le Congrès, que ce soit l'opinion publique, que ce soit les universités, dans une espèce de spirale fantaisiste où tout est dans l'excès, tout est dans l'outrance et tout ça étant alimenté par cette chose extraordinaire qui est nouveau dans une présidence, c'est le tweet présidentiel. Alors je parle du Twitter en chef, c'est-à-dire que les autres présidents ont eu leur part de fantaisie, mais ça ne sortait pas des murs de la Maison-Blanche. Alors que là, Donald Trump s'expose lui-même en permanence, jour et nuit. D'ailleurs, en plus, il est insomniaque. Alors c'est terrible, parce que la plupart des insomniaques, vous savez, vous et moi, on prend un bouquin. Lui, il tweet au monde entier. Donc, et il y a une espèce d'effet d'habitude. Et vous voyez aussi, au lendemain de son élection, ça a généré des excès extraordinaires. Les gens qui se sont retrouvés chez des psychologues, ce que je raconte, les universités. Certaines universités où on a fait venir des chiens et des chats pour calmer les étudiants. Vous savez, en rejoint avec eux, ça faisait descendre le stress. Mais ce style Trump très extravagant, outrancier, qui tweet à 3 h du matin avant de réfléchir presque, est-ce que c'est une erreur ou est-ce que c'est la marque de fabrique de Trump et ça plaît? La preuve, c'est que les Américains le connaissaient parce que c'était une vedette de la télé-réalité avant d'être élu, donc oui, on n'est pas surpris. Et un promoteur immobilier qui avait derrière lui une carrière extrêmement pleine de succès pendant 50 ans, pendant un demi-siècle. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il ne change pas en devenant président. Il a plus de 70 ans et jusqu'à présent tout lui a réussi, y compris d'ailleurs une campagne présidentielle où il a fait tout ce qu'on lui disait de ne pas faire. Ça, vous prenez un manuel de ce que vous ne devez pas faire dans une campagne présidentielle, il vous coche absolument toutes les lignes. Et il est élu. Alors, non seulement il a cette espèce de narcissisme qu'ont plus ou moins tous les hommes politiques, surtout quand ils réussissent d'une manière inattendue, mais en plus, il a le syndrome du milliardaire. Et je parle aussi dans ce livre, par exemple, du cas de Steve Jobs qui se traînait par terre sur la moquette, par exemple, pour voir si d'Apple, oui, pour voir si c'était parce qu'il avait la phobie des microbes, comme Donald Trump. Donc, vous voyez, il a en quelque sorte rassemblé deux névroses. Et alors, il n'est pas le premier, évidemment, parce qu'il y a eu des cas avant lui de grands fantaisisme, dont Lyndon Johnson, qui a été un grand président. Et qui a succédé à Kennedy, qui a été fantasque à la manière d'un Donald Trump. Attendez, il a fait des choses hallucinantes, mais pire que Donald Trump. Par exemple, quand il a reçu Billy Graham, le grand prêcheur américain Billy Graham, il l'a obligé à se déshabiller parce qu'il se baignait dans la piscine de la Maison-Blanche, toujours nu, et ses collaborateurs devaient se baigner nus. Donc il a obligé Billy Graham à se déshabiller, à prier nu dans la piscine de la Maison-Blanche. Sauf qu'on ne le savait pas, parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout se sait. Mais est-ce qu'on peut, au bout d'un an, on peut dire c'est un échec quand même, ce côté extravagant en dehors des sentiers battus Ah oui, c'est un échec. Bon. Oui, Et les Américains le sanctionnent dans les sondages d'opinion ? Oui, enfin dans les sondages d'opinion, oui et non, parce que Donald Trump est quand même un cas d'espèce. Il a été élu avec une cote de popularité négative à 40%. Ah bon ? Et il est toujours plus ou moins à 40%. Il était bas, il est resté bas. Il est resté bas, il a été élu quand même. Alors ça aussi, ça le conforte. Non, mais aujourd'hui, par exemple, il a connu un échec, enfin hier, mais c'est aujourd'hui qu'on le constate. Vous savez, il y avait une élection partielle en Virginie, qui est d'ailleurs mon État, c'est là où je vote, pour le gouverneur. Et là, l'élection a été très sévère pour les républicains. Alors, déjà, ce qui a été sévère pour lui, c'est que le candidat, qui est vraiment un classique du Parti républicain, plutôt centriste d'ailleurs, avait demandé à ce que le président ne fasse pas campagne pour lui. Ça en dit long, déjà. Et en plus, il avait honte de Trump, presque. Non, il revendiquait pas son soutien. C'est-à-dire qu'il pensait que ça allait le tirer vers le bas. Il ne voulait pas que ça devienne un référendum sur Trump. Et là, il se prend quand même presque 9 points d'écart. Donc je pense que Donald Trump, là, devrait, s'il est capable de se remettre en question, devrait le faire ce soir. Alors, Donald Trump est en ce moment en tournée en Asie. Il vient d'atterrir en Chine. Comment est-ce qu'ils voient la Chine, d'abord, Donald Trump ?
Ça dépend des moments. Hein. Avec lui, tout change. Pendant la campagne électorale, c'était la Chine, c'était le diable absolu. Et il faut dire que beaucoup d'Américains sont remontés contre la Chine à cause de l'exportation des emplois, des délocalisations, des pratiques commerciales qui sont ressenties comme n'étant pas équitables. Donc la Chine a été une des cibles favorites pendant la campagne. Et puis après, il s'est quand même aperçu qu'il avait besoin du président chinois. Il l'a reçu dans sa propriété à Mar-el-Largo. Il l'a emmené sur son golf, avec une soirée dans le clubhouse, et il lui a même servi, a-t-il dit, le meilleur gâteau au chocolat du monde. Parce qu'avec Donald Trump, c'est pas un bon gâteau au chocolat, c'est le meilleur du monde. Là, je ne sais pas si ça a amadoué le président chinois, mais enfin, ils ont quand même des rapports maintenant qui sont beaucoup plus détendus. En même temps, là, en Corée du Sud, il vient quand même de dire à la Chine, attendez, il faut prendre vos responsabilités vis-à-vis de la Corée du Nord. Alors justement, voilà, parce qu'hier, il était en Corée du Sud et il s'est exprimé au sujet du dossier nord-coréen. Je vous propose, Anne Toulouse, d'écouter la mise en garde de Donald Trump à l'égard de Kim Jong-un, donc le leader de Corée du Nord. On écoute. Ne nous sous-estimez pas. Ne nous mettez pas à l'épreuve. On ne va pas se laisser intimider et on ne va pas laisser les pires atrocités de l'histoire se répéter ici, sur cette terre. En dépit des crimes que vous avez commis contre Dieu et l'homme, nous voulons ouvrir une voie vers un avenir meilleur. Comment il gère cette crise nord-coréenne? C'est pas facile parce qu'on va pas faire la guerre contre la Corée du Nord et en même temps on peut pas laisser tout le monde derrière risque de s'équiper la bombe atomique. Je vais dire qu'il la gère un peu comme il peut et que ses prédécesseurs ont fait la même chose, parce que le dernier geste concret vis-à-vis de la Corée du Nord, ça a été l'accord qui a été passé, l'accord quadripartite qui a été passé par Bill Clinton, si j'ai bonne mémoire, en 1998, où on avait offert à la Corée du Nord du carburant et des vivres en échange de l'abandon de son programme nucléaire. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont servis du carburant pour continuer le programme nucléaire. Donc la diplomatie américaine et le gouvernement américain est pris dans cette voie étroite où d'un côté on négocie... Ce que je veux dire par là, c'est une gestion responsable et non pas une gestion à la tweet, à la sanguine, à 4h du matin, en disant vous allez voir ce que vous allez voir mes petits bonhommes. Ça, c'est une gestion à la Trump. Hein. S'il était un grand diplomate, ça se saurait. Dernière question, comment est-ce qu'il voit la France, Donald Trump, et l'Europe en général, et quelles sont ses relations avec Emmanuel Macron? Alors écoutez, ces relations avec Emmanuel Macron, elles ont eu l'air très cordiales. Hein. Depuis le 14 juillet, on a vu tout de même les conversations. Et je n'ai jamais vu Donald Trump aussi heureux que pendant le défilé du 14 juillet. Vraiment, il avait un air de satisfaction. Il paraît qu'il veut nous reprendre l'idée du défilé militaire. Oui, alors il n'est pas le seul, parce que j'habite donc à Arlington, près du Pentagone, et j'ai beaucoup d'amis militaires. Je leur ai montré le film du défilé. Et je me dis, mais c'est extraordinaire, on ne savait pas que ça existait, il faut absolument faire ça chez nous. Donc je pense que ça a été un coup médiatique absolument extraordinaire. Et Donald Trump, était ravi de ce voyage, c'était extrêmement photogénique. Et je pense que les rapports avec la France, maintenant, sont bons, meilleurs qu'ils n'ont été depuis longtemps. Maintenant, les rapports avec l'Europe, il y a toujours ce côté, les conflits sur, disons, les dissensions, par exemple, sur la part financière que l'on doit prendre dans la défense de l'Europe et tout ça. Et puis, en plus, il est tellement peu européen, Donald Trump. Alors, on se souvient quand il était à Paris, qu'il voit Brigitte Macron et dit elle est fantastique, ta femme, physiquement, hein, il parlait. Comment l'Amérique, parce qu'on se souvient du couple Obama, comment l'Amérique voit-elle le couple Trump? Est-ce qu'on parle de couple? Quelle est l'image de Melania Trump? Elle a plutôt une bonne image, parce que Melania, c'est une femme très timide, elle est slovène, elle ne parle pas un anglais absolument fluide, elle a un très fort accent, et donc on sent qu'elle n'avait pas signé pour ça, comme on dit en anglais. Elle avait épousé un milliardaire. Je pense que c'est la femme idéale pour Donald Trump, parce que c'est une femme, la femme d'intérieur, mais avec un physique de top modèle. Mais en même temps, elle est très discrète, et donc je pense qu'elle a un capital de sympathie. Pour Donald Trump. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Si on veut savoir plus, bienvenue en Trumpy. C'est aux éditions Stock. Merci beaucoup, Anne Toulouse. Vous restez avec nous tout de suite. C'est dans l'air. Caroline Roux, la fin des privilèges pour les députés qui seront bientôt moins bien traités, avec notamment la fin du régime des retraites, du régime spécial des retraites. C'est dans l'air est intitulé ce soir « Assemblée, la diète qui passe mal ».